Comment prescrire la Ritaline chez des patients avec un TDAH? Il y a pas mal de confrères qui me posent la question, donc je vais faire un guide pratique et simple. Ok, c'est pratique, c'est simple, c'est court, il n'y a pas de conflit d'intérêt, je gagne pas un centime que vous prescriviez de la Ritaline ou pas, c'est pareil avec la liste d'examphétamine, je gagne pas un euro. Et autre, en dehors du fait que moi-même, je prends du Concerta, j'ai pas d'enjeu financier là-dedans. Et c'est vrai que c'est un vrai souci parce que quand on a des recommandations qui sont écrites par des médecins qui bossent avec les laboratoires, on peut toujours se demander si est-ce qu'on est vraiment au bon endroit. Est-ce que c'est vraiment sérieux d'avoir ces recommandations qui sont non seulement publiées mais qui circulent? Je suis pas tout à fait convaincu, d'accord. Donc c'est l'idée. L'idée, c'est de rester pratique. On va faire court. Je ne me pose pas la question de est-ce que le patient a un TDAH ou pas. On est d'accord, le diagnostic est fragile. Le diagnostic de TDAH, surtout chez l'adulte, particulièrement chez l'adulte, c'est fragile. Il y a des psychiatres qui vont vous dire oui, le patient a un TDAH. Il y a des psychiatres qui vont vous dire non, il n'a pas du tout de TDAH. Alors qu'on parle du même patient, il y a le diagnostic qui va se modifier. Au début, il est que TDAH et puis en fait, il est peut-être un petit peu bipolaire ou un petit peu toqué ou ce que tu veux. Et donc en fait, malheureusement, la vraie question, c'est est-ce que les gens sont stables sous méthylphénidate et si jamais ils sont stables, est-ce que c'est efficace? Oui, et si c'est ça, c'est bon, on n'en parle plus. L'objectif, c'est de répondre à cette question. Si les gens fonctionnent mieux avec un médoc et qu'il n'y a pas d'effets secondaires anticipables dans la durée, bah, c'est ça qui compte. On peut dire qu'ils sont TDAH, sluggish cognitive tempo. On peut dire plein de trucs. Ça, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Tant que les diagnostics qu'on a sont aussi fragiles que ça et aussi mal foutus, eh ben, je passe pas des plombs à savoir si jamais il est vraiment le bon diagnostic ou pas. Donc, je suis personnellement pas un fan de faire venir la famille et de faire remplir des critères DSM, etc. Je pense qu'il faut faire venir un proche pour s'assurer qu'on a effectivement quelque chose qui relève de problématiques cognitives, de concentration, de désinhibition, d'irritabilité, etc. Mais je pense pas, et qui sont stables dans le temps, mais je pense pas qu'il faut perdre des plombes à chercher si jamais on a tous les critères d'une échelle, parce que de fait, ça change pas grand-chose. Et encore une fois, j'insiste, l'échelle de dépistage, par exemple, la SRS sur le TDAH, eh ben, la valeur prédictive positive est de moins de 5%. Donc, une fois que vous avez un patient qui est positif à cette échelle, qui a assez de points, les chances en fait qu'il ait vraiment un TDAH quand vous faites le travail clinicien sérieusement avec lui sont moins de 10%. Donc, ça vaut, à mon avis, pas la peine de trop s'emmerder avec ça. Okay, quand vous avez un patient qui a un TDAH, le premier traitement médicamenteux, c'est le méthylphénidate. On est d'accord, tout le monde sait ça, il n'y a rien de neuf. C'est pas de la coke. Hein. Si jamais vous prenez du méthylphénidate la première fois, vous allez voir qu'il y a une grosse différence avec la coke. Si vous trouvez que c'est pareil, soit vous avez pris beaucoup plus de méthylphénidate qu'on vous a prescrit, soit vous avez pris dans le passé une coke toute pourrie, parce que vraiment, c'est pas incroyable. Et c'est quand même pas très facile de devenir dépendant au méthylphénidate sans qu'on ait vraiment des signaux d'alerte de tous les côtés, honnêtement. Alors, si le patient a déjà une addiction aux amphètes, à la méthadone, au tabac, ce que tu veux, et que tu lui mets de la Ritaline et qui devient dépendant, il y avait un certain risque. Quoi. Il y a aussi des gens qui deviennent moins dépendants aux autres trucs, mais chez le tout venant, en dehors d'antécédents addictologiques sévères, c'est quand même compliqué de voir des patients dépendants. Moi, j'ai pas vu de gens encore devenir dépendants. Alors, j'en prescris quand même un petit paquet, hein, mais j'ai pas vu. Des patients qui viennent me dire « Ah, il me faut plus de Xanax. Ah, j'ai augmenté le Xanax. En fait, c'était pas bon. Il me faut une ordonnance de plus, etc. » Ça, j'en ai, ok. Mais alors, des gens qui viennent me dire « En fait, il m'en faut plus. Je m'en sors pas et on voit que c'est le foutoir. » Des fois, ça arrive et je dis on arrête, c'est pas possible. Ils disent oui, on passe à autre chose. Enfin, le risque de dépendance, à mon avis, est largement surestimé. Le problème majeur n'est pas celui-là. Okay, donc, s'il y a des praticiens qui sont inquiets de ça, honnêtement, moi, j'ai vraiment pas vu ça en pratique. Alors, encore une fois, peut-être que j'ai pas vu assez de patients. Je commence à en avoir vu plusieurs milliers, donc je suis pas un expert, mais il y a cette expérience-là. Je pense pas que ce soit vraiment un problème. Une fois qu'on commence avec du méthylphénidate, le plus simple, c'est de commencer avec la Ritaline LP. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'autres formulations, mais en fait, il y a des ruptures non-stop. On est en France, c'est la merde complètement. Ils sont trop occupés à faire des réunions et des photos des réunions. Je sais pas si vous avez vu maintenant. Ils font des réunions, ils se mettent en photo sur les réseaux. Ça va devenir complètement fou. T'es là, tu dis dans la vache, mais quelle réunion incroyable! Quelle réunion incroyable! Quel effort! Quel effort! Donc, il y a trop de réunions, il n'y a pas assez de médocs. Et donc, si jamais on prescrit du Concerta et qu'il y a des ruptures de Concerta, les patients sont emmerdés. C'est pareil pour le Quasim, le Medikinet, etc. Et ce qui est le moins en rupture, c'est la bonne vieille Ritaline. Donc, c'est du méthylphénidate. Il n'y a pas de
secret dedans. C'est 50% de libération immédiate et 50% de libération prolongée, avec l'idée que les patients en ont besoin maintenant tout de suite pour lancer la journée et puis ils vont en avoir besoin plus tard. Et hop, c'est pour ça que c'est orchestré, que la molécule, que le médicament est ingénierisé comme ça pour que ça fasse 2 pics et que ça dure le plus longtemps possible. On veut un truc qui commence tout de suite et qui se termine tout de suite pour qu'il n'y ait pas de rémanence et qui est à 100% d'efficacité tout le temps. Donc en fait, ça, c'est pas possible. Donc pour essayer de s'en approcher, ils font un truc avec une libération qu'on appelle biphasique. Donc ça commence par de la Ritaline. Je pense que c'est le plus simple. Ok, la Ritaline, ça commence à 10 milligrammes. On peut pas faire plus bas. C'est vraiment, on est inquiet et qu'on dit, oh la vache, lui, il doit être bipolaire à tous les coups, ou alors je le sens pas trop sur le plan cardiaque et qu'on veut commencer à plus bas que 10 milligrammes. Il y a le Medikinet. Le Medikinet, des gélules, il commence à 5 milligrammes. Et c'est là aussi 50% de méthylphénidate immédiat, 50% de méthylphénidate prolongé. Donc, chez la majorité des gens, on commence à 10 mg de Ritaline LP. Si jamais vous vous dites, je le sens pas trop, eh ben, on peut faire du Medikinet à 5 mg. Toutes les autres marques, c'est avec 10 mg. Okay, donc, 10 mg pour tout, sauf pour le Medikinet. On commence à 10 mg et après, il faut avoir une idée de l'urgence. Si jamais il y a le bac dans 3 mois et que en cours, les profs disent, écoutez, vous faites quelque chose parce que là, votre fils, il entrave que dalle à ce qui se dit, eh ben, t'as intérêt à te bouger un peu. Okay, donc, tu vas pas faire 10 mg pendant 6 mois, puis 20 mg et puis attendre. On est d'accord? Donc, tu fais 10 mg. Et là, ça dépend un petit peu de l'environnement, mais moi, j'hésite pas à faire 10 mg pendant 2 semaines et puis 20 mg. Et puis ils reviennent au bout d'un mois et on voit ce qui se passe. De toute façon, l'ordonnance ne peut être délivrée que pour 28 jours. On est d'accord, quand tu arrives à la pharmacie, le mec, c'est comme si tu demandais un rail de coke à chaque fois. Et donc, il faut organiser la titration autour de la délivrance. Donc, c'est 28 jours. Donc, moi, en moyenne, je fais 10 mg pendant 2 semaines, puis 20 mg, si je suis pas inquiet. Si jamais je suis inquiet qu'il y a des antécédents de troubles bipolaires, ou de troubles psychotiques ou des problématiques dépressives avec un sommeil qui est déjà fragile, etc., eh ben, je mets 10 mg un mois et puis on revoit plus tard. Tu vois, on fera 20 mg et on y va tranquille. Donc, il n'y a pas besoin de se presser. Quand il n'y a pas besoin de se presser, on le fait lentement. Sur l'attention, ça peut marcher tout de suite. Il y a des gens qui disent dès le lendemain, waouh, c'est mieux, mais les effets bénéfiques peuvent arriver bien avant les effets secondaires. Et si jamais on fait 10 puis 20, le risque, c'est d'avoir des effets secondaires qui seraient déjà là à 10 mg, mais qu'on n'a pas vu. Et vu qu'on a augmenté, on a anticipé, en fait, on les prend à 20 mg et on les prend beaucoup plus fort que ce qu'il nous aurait fallu. Et peut-être que tu peux même dégoûter le patient, tu vois. En fait, il est à 10 mg, ça se passe plutôt pas mal. Il teste à 20 parce que, on sait jamais, pourquoi pas. Et là, il a des effets secondaires de dingo. Et en fait, si tu étais resté à 10, ça aurait été tout à fait acceptable. Et c'est un patient que tu vas pas revoir. Donc, la façon dont le patient peut appréhender les effets secondaires se questionne aussi avant, tu vois. Normalement, les cliniciens arrivent, ça c'est un truc que l'IA sait pas faire à mon avis encore, mais les cliniciens arrivent à peu près à savoir si, est-ce que j'ai face à moi quelqu'un qui peut tolérer le fait de pas être bien pendant quelques jours, ou est-ce que ça va être psychologiquement insupportable et il va falloir tout dégager. Moi, j'ai une patiente que j'ai mis sous sémaglutide là, qui avait pris 5 kilos de trop. Elle a pris le sémaglutide et en fait, le moment où elle a pris le sémaglutide, ça a été anorexie complète. Elle a plus rien mangé, elle a bu, mais elle a plus rien mangé, elle avait mal au bide, genre infaisable. Elle a perdu les 5 kilos qu'elle avait en trop. Ah, donc elle est à 50 kilos de base, donc ça fait 10% de son poids, ça commence à faire pas mal. Et surtout, elle se réveille la nuit pour bouffer. Et en fait, elle était vraiment pas bien pendant 3 semaines. Elle est redescendue à son poids de forme et depuis, elle mange mieux. Et en fait, quand tu la vois, tu dis, écoutez, franchement, j'étais pas bien, j'étais en sueur, etc. Mais je me suis dit que ça allait passer. Donc, c'est quelqu'un qui peut tolérer les effets secondaires alors que d'autres patients peuvent pas vraiment. Donc ça s'évalue un petit peu avant. Donc, tu prends 10 mg, tu fais ton ordo, le type revient, il faut qu'il revienne avec un proche. Okay, pour moi, la titration de la Ritaline ou du méthylphénidate, elle se fait avec un proche. Il faut qu'il y ait un proche avant qui dise oui, il y a un problème d'inattention, ok, et il faut qu'il y ait un proche à chaque fois qu'on augmente les doses pour que le proche dise oui, là c'est mieux. Et dans l'idéal, on évalue à quel point c'est mieux. Parce que si tu mets 10 mg et que le patient va mieux, mais que c'est pas terrible, et que tu mets 20 mg et que le patient va un peu mieux, le patient, il est biaisé. Alors, des fois, il ne sait pas dire, on a des gens tellement TDAH qu'ils n'ont pas la moindre idée de si ça marche ou pas. Et puis, il y a des fois des patients qui ont 2 fois plus d'effets placebo avec 20
qu'avec 10, et du coup, qui se sentent un peu mieux, mais un, c'est pas dingue, et deux, en fait, c'est quand même 2 fois plus. Tu vois, si tu es à 10 milligrammes et que ça donne un effet et que tu prends 20 milligrammes, on pourrait se dire, bon, bah, il y en a 2 fois plus, donc il faudrait que ça marche 2 fois mieux. Et ça, quand les patients, tu leur dis que ça marche 2 fois mieux ou pas, ben, c'est pas très clair. Et si jamais ils disent oui, vu qu'il y a, mine de rien, un discours autour du TDAH qui invite et au diagnostic et à la consommation, et que parfois le méthylphénidate peut être agréable à consommer, j'y reviendrai, eh ben, à mon avis, il faut se méfier un petit peu, pas du patient, hein, il ne mente pas volontairement, il y en a qui nous mentent, mais ça c'est comme tout le monde, et on est les psychiatres mentent aussi, mais je pense que pour garder un petit peu d'objectivité, eh ben, il faut voir le proche à côté. T'as ça, à mon avis, qu'avec le méthylphénidate et avec les benzos, t'as pas un patient qui te dit bon, j'augmenterais bien le risperdal quand même parce qu'en fait, il aime bien l'effet que lui fait le risperdal, mais que sur les alus, ça change rien. Tu vois, c'est pas agréable à consommer le risperdal. Donc là, il y a des psychiatres qui diront, des praticiens qui diront oui, mais niveau addiction, c'est pas très inquiétant, etc. Mais ça a rien à voir. C'est pas le sujet. Si jamais le patient peut dire qu'il préfère une dose plus élevée et qu'il peut avoir un décalage sur le plan fonctionnel entre la dose qu'on donne et l'amélioration qu'il y a, bah, c'est bien s'il y a un proche à côté. Okay, donc, à mon avis, il faut qu'il y ait un proche à côté. Je pense que ça doit être fait de façon systématique. Donc, je mets 10 milligrammes et on va dire que je laisse à 10 milligrammes. Le patient revient. Le proche dit est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? On monte. Okay, si c'est pas mieux, on monte à 10 milligrammes. Ça, c'est s'il n'y a pas d'effet secondaire. On est d'accord. Si jamais je dis, bon, ben, vous êtes à 10 milligrammes, est-ce que ça marche? Non. Est-ce que vous avez des effets secondaires? Ben, je dors pas bien et je mange moins. Eh ben, clairement, c'est pas bon. Il va falloir faire autrement. Il faut changer de molécule. On va pas monter la dose s'il y a déjà des effets secondaires. C'est pas possible. On est d'accord? Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Je monte à 20. Le patient revient soit au bout d'un mois parce que je l'ai fait d'un coup, soit au bout de 2 mois. À 20, il me dit je vais bien. Okay, là, on demande ce qui se passe. Si le patient dit je vais bien, mais je sais pas trop dire pourquoi, le proche doit venir. On peut pas juste se contenter de je vais bien. Tu vois, c'est pas possible. Donc, c'est censé se traduire par des améliorations. D'accord? Comme pour les benzos, il y a des gens, tu leur files ils sont angoissés, tu leur files du Xanax. On fait du Xanax avec une facilité déconcertante par rapport au méthylphénidate, à mon avis, mais ça, c'est que mon avis. Tu files du Xanax, les patients, ils disent, je vais mieux. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Eh ben, en fait, il y a rien de mieux. Tu vois, ils sont toujours à la maison, à angoisser, à rien faire. Et le conjoint te dit, bah, écoutez, moi, je vois pas de différence. Donc, on peut vraiment avoir la même chose avec le méthylphénidate. Il faut que les médocs se traduisent par des changements dans la vie des gens. Alors, je te dis pas qu'ils doivent aller bosser aux 35 heures, mais il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Parfois, ça prend du temps, on est d'accord. Si jamais tu passes de je fais rien de ma vie à bah, je peux m'organiser, ça demande une certaine construction. Moi, j'ai vu un patient il y a pas longtemps, il a l'humeur qui commence à être stable. Tu vois, ça fait 6 ans qu'il est complètement éclaté sur le plan de l'humeur. Là, il est stable. Et il commence à être vraiment stable. Et ce que je dis, bon, bah, c'est quoi la suite? Et puis il me regarde et me dit, c'est quoi la suite? Je sais de quoi vous parlez. Je fais, bah, maintenant que tu es stable, tu vas pouvoir arrêter d'être un patient pas stable et tu vas pouvoir commencer à être un être humain à part entière. Oui, il était déjà avant, ne me sautez pas dessus. À part entière, à savoir, ben, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aurais fait si jamais tu n'avais jamais été malade? Et en fait, le patient, c'était le trou noir, quoi. Bah, je vais essayer de perdre du poids. Oui, c'est bien, mais ça suffira pas. Tu vois, il te manque tous les éléments essentiels qui font qu'un être humain est heureux. Il te manque des rêves, des aspirations. Tu vas être déçu. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Tu vois, être stable, c'est pour pouvoir faire les choses qui rendent les autres heureux. Juste être stable, ça fait une vie très, très pauvre. On est d'accord. Donc, il faut que les patients, quand ils prennent leur médoc, que ce soit le méthylphénidate ou autre chose, ils puissent transformer ça en un truc qui serve. Okay, 20 milligrammes. Ça marche mieux. Ça marche mieux sur quoi? Ah bah, il est moins énervé, il se concentre. Quand je lui parle, il fait pas autre chose, il laisse plus traîner ses clés, c'est parfait. Très bien. La question, c'est combien de temps ça marche? Parce qu'il y a des fois, ça marche 4 heures et puis ça marche plus du tout. Il y a des fois, ça marche toute la journée. Et il y a des fois, ça marche et ça marche tellement longtemps qu'en fait, les gens ont le problème de pas bien dormir. Donc, il faut avoir une idée de combien de temps ça marche. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Et il faut que le proche soit là parce que quand il y a un arrêt de l'efficacité, des fois, c'est brutal et les gens, ils sont déglingués, ils ont faim, ils sont fatigués, ils vont se coucher, il est 16 heures. Là, tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Parce que ça va vite. Le patient a un effet de fin de dose.
À 16h, à midi, ça marche plus. À 16h, il en peut plus. Il se couche, il dort moins bien. Du coup, ça marche de moins en moins bien. Et paf, le méthylphénidate marche pas. Ben non, en fait, c'est juste qu'il y a un effet de fin de dose. Il fallait en refiler un petit peu. Okay, donc, il faut avoir une idée de combien de temps ça marche. Et est-ce qu'il y a un effet de fin de dose? Et il peut même, quand il y a la fin de la dose, avoir un effet rebond où les gens sont pas fatigués, ils sont énervés comme si ils avaient rien pris. Parfois, c'est même pire qu'avant. Tu vois, ils sont à ce niveau de TDAH. Ils prennent le méthylphénidate, ça descend, et puis à la fin, ça fait boum. Donc là, c'est juste plus possible du tout. Donc là, c'est le coup classique où tu donnes le médoc au mari, la femme est contente, elle a vu des études, elle a lu sur les forums, elle est dans des groupes, tout le monde est content, il va enfin être traité, il est traité, au boulot, ça se passe nickel, tous les employés disent au mari, oh là là, c'est vachement bien. Le mari termine de bosser. Quand il arrive, il n'a plus rien dans le sang. Il s'engueule avec la femme. Le mari dit ça à son pote au boulot. Le mari, l'autre mec, il dit ouais, mais ta femme, elle nous emmerde avec la psychiatrie. Là, tu vas très bien. Et là, tu vois, c'est le début des emmerdes. Là, c'est une catastrophe. T'as fait péter le couple. C'était pire que si t'avais jamais rien fait. Donc, il faut avoir en tête l'effet de fin de dose. D'accord? Et donc, une fois que vous avez, est-ce que ça marche? Un A, non. B, oui, ça marche. Combien de temps ça marche? Et là, tu te débrouilles. Si jamais ça marche suffisamment longtemps pour le patient et son entourage, c'est très bien. Ça dépend de ce qu'ils font aussi, on est d'accord. Moi, concrètement, il faut que je sois en forme, il faut que je sois cognitivement efficace de 6h30 du mat jusqu'à 22h30. Parce que moi, la Ritaline, quand j'en prends, ça m'aide pas vraiment à me concentrer. J'ai toujours pu me concentrer des heures et des heures sur les trucs qui m'intéressaient, c'est pas un souci. Mais quand j'en prends, je suis beaucoup plus zen. Tu vois, donc tu veux pas que je m'engueule avec Clara tous les soirs à partir de 20h. Donc il faut que ça couvre absolument tout. Et 6h30, c'est l'heure que je me réveille. Donc probablement que un patient qui a une amplitude horaire avec une exigence comme la mienne aura besoin de plusieurs doses qu'un patient qui a besoin de juste bosser entre guillemets de 8h à midi et qui l'après-midi fait de la pétanque ou du sport ou je sais pas quoi, il n'a pas forcément besoin. Donc là, il y a la question de c'est quoi avoir besoin de la Ritaline? Parce que tu as des patients qui ont moins d'accidents de voiture avec. Okay, ça peut diminuer le risque des accidents de voiture. Ça, c'est des études qui sont, à mon avis, pas si évidentes que ça à décrire, mais pourquoi pas. Et donc, il y a des patients qui disent, ouais, je bosse que le matin, donc j'en ai besoin que le matin. Mais si jamais il bosse le matin et l'après-midi, il en prend pas et qu'il y a quand même un impact sur les réflexes parce que il est un peu shooté ou il est plus lent sur le plan des réflexes sans s'en rendre compte et que tu n'as pas mis de la Ritaline, t'es un peu emmerdé s'il y a un accident de voiture. Donc, il y a pas mal de réflexions à avoir sur l'effet de fin de dose. Quand est-ce qu'on est vraiment complètement clair avec le fait que si jamais ça marche pas, voire si jamais il est moins concentré qu'avant, ça marche pas, et on est quand même d'accord pour accepter ça. Okay, si jamais ça marche la bonne durée, c'est très bien. Si jamais la marche c'est pas assez, il faut remettre une dose. En moyenne, si ça a marché 4 heures avec la première prise, à la fin des 4 heures, il faut reprendre la même dose. Okay, on peut pas mettre 2 fois plus en se disant ça va faire 8 heures. Ça marche pas comme ça. Plus il y en a dans le sang, plus c'est éliminé rapidement. On peut pas faire comme ça, c'est aussi simple que ça. Donc si jamais ça marche 4 heures, je remets un autre truc, ça marche 4 heures. Et après, il y a juste sur le sommeil à regarder, quel impact ça a sur le sommeil. Sur le sommeil, c'est vraiment important d'avoir une idée de combien de temps les gens dorment dès le début et pas d'attendre de peut-être s'il y a des troubles du sommeil. Parce qu'il y a des gens, ils dorment 7 heures par nuit, ils sont pas fatigués, ils prennent la Ritaline, ils dorment moins bien, ils dorment 6 heures par nuit, mais vu qu'il y a la Ritaline, ils sont pas fatigués, ils disent ça va très bien. Sauf que tu es en train d'accumuler des heures de retard qui vont se payer très cher. Soit ça va finir par plus marcher, soit le patient va se taper une dépression, soit il va finir par faire une phase maniaque. Tout est possible. Donc l'idée, c'est que la Ritaline ne permette pas de diminuer le temps de sommeil. Alors, il y a des gens qui sont hypersomniaques, qui ont des problématiques d'éveil, qui dorment 14 heures par nuit. Si jamais tu les passes de 14 à 12, c'est très bien, c'est pas un souci. Mais si les gens ont pas de problématique de ce style et qui diminuent leur temps de sommeil, c'est vraiment merdique. Donc, il faut avoir une idée dès le début. D'accord? Et ça, c'est dès la première consulte. Il faut savoir combien de temps les gens dorment, ils sont réguliers là-dedans pour voir si tu vas te taper dessus avec la Ritaline ou pas. Parce que la Ritaline peut ne pas te stimuler comme si tu prenais de la coke, mais peut diminuer l'intolérance au manque de sommeil que tu peux avoir. Donc, il y a des patients qui sont fatigués, mais qui n'ont pas assez dormi, mais qui sont moins fatigués. Du coup, on se dit tout va très bien. Et en fait, c'est comme ça que ça peut terminer par des drames. Okay, donc, il a 20 mg. Si ça se passe bien, c'est parfait. Si il dort pas très bien lors de la deuxième prise, on peut changer. On peut faire 20 mg le matin et après 20 mg de libération immédiate avec la Ritaline. Ouais, pourquoi pas.
Ou alors, on peut faire 20 milligrammes de libération immédiate, de libération prolongée, et puis après, on fait 10 milligrammes de libération prolongée et 10 milligrammes de libération, 10 milligrammes de libération prolongée et immédiate, Medikinet, et après 5 milligrammes de libération prolongée immédiate. Tu peux faire Ritaline et Medikinet, parce que parfois 10 et 10, c'est trop, mais 10 et 5, ça marche. Ou alors tu peux faire 20 et 15. Oui, on peut faire plein de trucs. Ok, on peut faire plein de trucs. Dans les traitements qui sont différents, il y a le Concerta. Le Concerta, c'est le plus long du paquet. Et du coup, le pic plasmatique est plus lent et ça diminue plus lentement. Je trouve personnellement, que ce soit pour moi ou pour mes patients, que quand le Concerta est nécessaire, quand rien d'autre n'a marché, la tolérance du Concerta n'a rien à voir avec le reste. Vraiment, ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est juste mieux toléré. Vu que c'est mieux toléré, c'est aussi parfois plus efficace, parce qu'il y a des gens qui ont le cœur qui bat un peu vite, qui sont un peu angoissés avec un autre truc. Et vu que les effets sur le cœur sont probablement liés aux concentrations plasmatiques, eh ben, quand ça monte un peu plus lentement, ben, tu es moins angoissé, tu as le cœur qui bat moins vite. Donc moi, j'ai vraiment des patients qui vont mieux quand on essaye le Concerta. Donc on ne peut pas commencer par le Concerta parce que la dose est trop importante. 18 mg de Concerta, ça va faire 15 mg de méthylphénidate, parce qu'il y a 3 mg qui partent n'importe où, qui sont dans les selles. La capsule là, et le comprimé est un peu différent des autres. Donc on va commencer à 15 mg, c'est trop. Mais parfois, ça peut être, 10 mg, ça dure pas assez longtemps. Si je fais 10 mg plus 5 mg, là, ils dorment pas bien. Donc, peut-être qu'il faut tester le Concerta à ce moment-là. Et donc, le Concerta, pour les pharmaciens qui regardent, on est d'accord, 15 mg de méthylphénidate, c'est 18 mg de Concerta. 30 mg de méthylphénidate, c'est 36 mg de Concerta. Et 54 mg de Concerta, c'est 45 mg de méthylphénidate. Alors, il n'y a pas Clara, j'ai pas de prompt, je fais ça de tête, il n'y a pas Clara qui vérifie. Donc, s'il y a des problèmes, je décline toute responsabilité. OK? C'est, à mon avis, aussi simple que ça. Si jamais ça marche pas, alors qu'on a fait 20, 30, 40, 50, on change de forme. Okay, moi, à 60 mg de méthylphénidate, s'il n'y a rien, je change. Par contre, je donne toujours tout le matin. On est d'accord, on ne fait pas 30 et 30. On fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Si jamais ça marche pas, ça marche pas. Si jamais on fait la titration en mettant matin et midi, on va se planter. Si c'est 40 mg dans le sang qu'il faut, en fait, quand on fait 30 et 30, il les a quasiment jamais, quoi. C'est plus compliqué, mais il les a quasiment pas. Okay, donc ça, c'est pas bon. C'est juste pas comme ça qu'on fait. Donc, on commence toujours une fois le matin et on voit ce qui se passe. D'accord? Si jamais on arrive à 60 et que ça marche pas, c'est parti. Tu peux faire ta rotation des stimulants. Donc, tu fais 40 mg de Ritaline LP. Après, tu fais le Medikinet. Après, tu fais le Quasim. Et puis après, tu fais le Concerta. Donc, le Quasim, il est un peu plus long que le Medikinet et il est un peu moins long que le Concerta. Donc, c'est vraiment Ritaline, Medikinet, et puis après Quasim, et puis après Concerta. Le générique du Concerta, il est tout pourri. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce truc, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en gros, il se libère juste pas de la même façon. Donc, quand les patients sont bien sous Concerta et qu'ils sont stables sous Concerta, il y a des patients qui s'en foutent que tu leur mettes le générique, et puis il y en a d'autres, ça marche juste beaucoup moins bien. Donc, il faut faire gaffe à ça, parce que le classique, c'est ça marche plus. C'est vraiment une question qu'on a, je trouve, fréquemment avec les patients. Il est stable sous méthylphénidate et ça marche plus. Qu'est-ce que tu fais? Le premier truc, c'est de regarder s'il n'y a pas eu un changement de laboratoire, parce que, encore une fois, vu que il y a des ruptures de tous les côtés, des fois les pharmaciens font le changement sans nous prévenir, et honnêtement, moi, ça me choque pas, parce que c'est tellement le foutoir. S'ils commencent à appeler tous les prescripteurs pour les médicaments qui sont en rupture, on va pas s'en sortir. Et à partir du moment où tu peux dire, si jamais ça marche pas, j'essaye autre chose, ça veut dire que quand tu as un patient qui va bien et que tu changes, que ce soit voulu ou pas, ça risque de ne pas marcher. L'impact et de l'alcool et des repas sur l'absorption, sur la pharmacocinétique au sens large des psychostimulants est pas tout à fait la même des différents méthylphénidates. Donc, il faut regarder là concrètement, est-ce que ça marche pas? Est-ce que vous le prenez bien à jeun? Est-ce que vous le prenez bien avant? Est-ce que là, ça change que dalle? Donc, faut avoir aussi cette notion de quand est-ce que les patients prennent leur petit déj ou pas. Il y a des gens pour lesquels ça coupe radicalement l'appétit. Et ces patients-là, si jamais l'appétit est coupé, clairement, ils vont peut-être un peu moins bien se concentrer, et c'est un coup à dire, ça marche pas.
Et en fait, non, c'est juste que, l'appétit qui est coupé et du coup, les gens vont moins bien, quoi. Alors parfois, tu as l'effet qui se coule, ça coupe l'appétit, les gens mangent pas le midi, du coup, quand ils arrivent le soir, ils sont affamés, il y a un effet rebond, ils bouffent comme pas possible, du coup, ils dorment moins bien et là, ils sont encore pires. Tu vois? Là, tu te dis: «Merde, c'est vraiment la cata». Donc faut vraiment avoir en tête ces 2 effets-là, sur le sommeil et sur l'alimentation. Ça fait partie des trucs qu'il faut surveiller, puis qu'il faut un petit peu anticiper. Je trouve que ça coupe pas vraiment l'appétit chez les jeunes. OK, chez les personnes plus âgées, bah, c'est vraiment pas un coupe-faim terrible parce qu'au début, ça peut couper et puis après, en moyenne, ça fait plus vraiment ça, quoi. Donc il y a vraiment ça à voir. Il y a ça à vérifier à l'appétit. Il y a le sommeil. Vous testez, vous augmentez. Si jamais ça marche pas, vous changez. Et sur le plan du long terme, bah, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait si jamais le méthylphénidate ne marche plus. Et là, vraiment, ce truc, et on terminera sur ça, le truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que, à mon avis, quand les gens ont un TDAH tel qu'on le souhaite, à savoir un TDAH comme le DSM, OK? Quand ils ont ça et qu'on a la bonne dose, ça tient dans le temps. Ça tient dans le temps. Il y a pas de raison que ça tienne pas. Si jamais ça tient pas et qu'on se retrouve à augmenter les doses, moi, je le fais une fois. Je fais venir le conjoint, ça marche plus, ouais, ça marche plus trop. Vous trouvez qu'il est plus angoissé ou pas? Non, mais ça marche plus trop. Vous trouvez qu'il est pire qu'avant? Non, c'est juste ça marche plus. OK. On augmente une fois. Si jamais 20, ça marche pas, on fait 30. Si 30 ça marche plus alors que 20 marchaient et que ils ont arrêté de marcher aussi, je m'arrête là. J'insiste pas parce que on a des cerveaux qui tolèrent le méthylphénidate et ça finit par plus marcher. Et c'est tout. Et on a aussi des cerveaux qui tolèrent et en fait, ça finit par évoluer vers d'autres trucs. Donc, de façon très claire, moi, c'est là où je mets la limite. Et après, si les patients veulent tester avec un autre prescripteur, je pense que c'est pas une bonne idée, mais c'est possible. Mais moi, je fais une augmentation de dose. Si les gens sont stables, je fais une augmentation de dose. Si ça suffit pas, je m'arrête là. J'en fais pas deux. Ils sont en train de faire la titration, on est d'accord, c'est pas pareil. Si jamais au début ça marche et puis en fait ça marche plus, bah, j'augmente, hein, c'est pas un souci. Le plus classique, encore une fois, c'est l'effet de fin de dose. Mais si jamais je fais une augmentation et que ça marche pas, vraiment, je m'arrête là. Le risque, c'est, et j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est de devenir bipolaire, d'avoir des problématiques psychotiques. Je veux dire, il y a un paquet de problématiques à droite et à gauche dont on entend, à mon avis, pas assez souvent parler. Mais bon, je ne m'étends pas sur le sujet. Et à la question cardiaque, et je termine sur ça, sur le plan cardiaque, bah, ça peut entraîner des problématiques cardiaques. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un électrocardiogramme à tout le monde. Ça, je vois pas trop d'où ça sort. Un, en moyenne, on trouve rien, et deux, c'est pas parce que l'électrocardiogramme est bon qu'il y a pas de risque et qu'on peut surseoir à ça. Il y a des fois des gens où il y a un électrocardiogramme qui est demandé, alors qu'en fait, dans la famille, il y a 2, 3, les gens demandent un électrocardiogramme, alors que dans la famille, il y a rien du tout. Mais parfois, l'électrocardiogramme est pas demandé, alors que dans la famille, il y a 2 morts subites. Donc, en fait, le risque cardiovasculaire, il est évalué de façon globale à chaque fois. À mon avis, le plus simple, si vous savez pas faire, c'est demander à un collègue cardiologue de vous faire un petit briefing parce que c'est quand même pas très compliqué. Mais faut pas faire un ECG à chaque fois, ça n'a aucun sens. À mon avis, ça n'a aucun sens. Faut pas en faire jamais, mais faut pas en faire à chaque fois. Et si jamais moi je suis inquiet que je demande un ECG, je demande une consultation cardio en fait, parce que si je suis inquiet, le CG ne règle pas du tout le souci. Le CG, c'est un des éléments qui permet de surveiller, mais si je suis inquiet sur le plan cardio, il va voir le cardio, il fait pas juste un ECG dans son coin. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai. J'espère que c'est à peu près simple, en tout cas pour commencer. Hein, c'est comme ça. Je pense que il y a déjà de quoi s'occuper un petit peu. Vous pouvez me suivre sur le blog aussi. Je fais un article par jour. Donc, il y a plein de sources, etc. J'en ai déjà parlé plein de fois de tout ça. Et merci de votre temps et de votre attention.